la comparaison qu'il faut faire, à mon avis, parce que beaucoup la font, entre la construction européenne et la construction de cette future union de la Méditerranée. Mais par exemple, sur les pays comme l'Espagne et le Portugal, on a attendu qu'ils se démocratisent pour les faire rentrer. Est-ce que la France a l'intention d'avoir un discours, à votre avis, sur la démocratisation et les droits de l'homme dans des pays comme la Tunisie ? Je pense qu'un tel discours dans les pays du Sud donne des boutons aux dirigeants de ces régimes. On l'a vu depuis Barcelone et ça n'avait pas marché. Parce que finalement, la priorité des régimes du Sud et de l'Est, eh bien, c'est de sanctuariser les régimes et de verrouiller de sorte à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de courants d'air, parce qu'ils ont peur que le courant d'air ne se transforme en tempête tropicale et ne déboulonne ces régimes comme la perestroïka a mis fin à l'Union soviétique. Donc il y a sur ce problème-là une certaine peur entre les régimes et leurs opinions publiques, et à chaque fois qu'un dirigeant de l'étranger cherche à soutenir l'opinion publique dans sa recherche légitime de plus d'ouverture, il se heurte au régime et ça pose des problèmes et parfois des petites ruptures. Vous avez parlé tout à l'heure d'une ouverture, mais c'est une ouverture que vous souhaitez, vous, Lies Benchedli. Il n'y a pas que moi qui la souhaite. Oui, pas que vous, j'imagine, évidemment. Mais qu'est-ce qui vous permet d'espérer qu'elle va se faire et que par exemple, on parle d'installer à Tunis le siège de l'Union pour la Méditerranée. Il y a un article intéressant ce matin dans Libération d'un journaliste tunisien qui s'appelle Wissem Souissi et qui dit ce serait une chance formidable pour la Tunisie parce qu'en gros, il donne une expression qui est jolie, qui est imagée. Introduire au grand jour un cheval de Troie démocratique est l'occasion de cultiver un jardin d'acclimatation des régimes autoritaires à la liberté de leurs concitoyens. Vous y croyez, vous, à ça ? Moi, j'y crois à 100%. Vous avez dit en début d'émission, très justement, vous avez voué les mérites indirectement de la politique du président Ben Ali avec les chiffres économiques que vous avez avancés. C'est une réalité. Enfin, qui n'est pas, enfin, c'est pas sur tous les plans, parce qu'il y a sur le plan économique, son bilan est tout à fait défendable. Est tout à fait défendable, et c'est une occasion, n'est-ce pas, pour son gouvernement, justement, de s'appuyer sur cette qualité, je dirais, de l'économie et de la santé de l'économie tunisienne, pour justement ne pas craindre le pire, ne pas craindre les risques intégristes. Mais à quoi ça sert d'avoir une croissance à 5% par an si on ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde, et en particulier aux jeunes diplômés? Parce que l'autre point de force de la Tunisie, on dit l'éducation. C'est vrai qu'il y a une jeunesse très éduquée qui est diplômée, mais elle a du mal à trouver du travail. Vous savez que depuis l'indépendance de la Tunisie, le président Bourguiba, c'est-à-dire de 56 à 87, il a consacré 33% du budget de l'État à l'éducation nationale, plus que le budget de la défense nationale. Bourguiba a se targué de dire que la seule défense de la Tunisie était l'éducation de son peuple. Aujourd'hui, il arrive à une situation où il y a 20% de chômage et beaucoup de diplômés. Il y a beaucoup de diplômés, il y a des gens qui sont peut-être surdiplômés. Effectivement, le problème du chômage n'est pas propre à la Tunisie, comme l'a dit si bien M. Basbous. Il y a une crise mondiale, il y a, comme vous le savez, une hausse vertigineuse des prix du pétrole, il y a la crise des subprimes, il y a des banques en Europe qui sont en train de licencier un nombre important de ces cadres. Il y a une crise économique mondiale. Est-ce qu'à votre avis, un jeune Tunisien ou un jeune Algérien, un jeune de la Méditerranée, disons en général, plutôt du sud de la Méditerranée, aujourd'hui, il attend quoi ? Trouver du travail chez lui, surtout s'il a des diplômes, ou trouver un visa pour venir trouver du travail en France? Alors, pardon, je réponds très vite. L'idéal pour lui serait de trouver un travail chez lui et d'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir aspirer à aller en voyage à l'étranger avec sa famille. Bien. Aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Alors, je pense et j'espère justement, et je compte sur ce projet, je m'inscris fortement dans ce projet d'Union méditerranéenne qui sera générateur d'emplois pour les pays du Sud. En tout cas, c'est un espoir. Vous y croyez, vous aussi? Exactement. Donc, moi, ce que j'attendrais le plus, justement, en tant que jeune issu de cette catégorie de jeunesse, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de diplômés, notamment en Algérie. Le pays, il a investi massivement depuis les années 70 dans les universités. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le niveau, la qualification. Donc,
il y a une jeunesse, elle est qualifiée, il y a une université qui est déconnectée aussi du niveau international. Donc il y a tout un effort pour la qualification des ressources humaines et aussi pour aider cette jeunesse à entreprendre. Donc ce qu'on attend de ce nouveau projet, contrairement à Barcelone, au processus de Barcelone, justement c'est un appui. Pourquoi pas une agence méditerranéenne d'appui à la création d'entreprises et à la mise à niveau des PME. Ça serait vraiment... Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que, par exemple, avec le profit qu'a tiré les pays du Maghreb de la mondialisation, ça a été surtout pour la main-d'œuvre peu qualifiée et pas assez pour les jeunes diplômés ? Justement, pour la main-d'œuvre, donc il y a tout un travail pour transférer le savoir-faire, transfert de savoir-faire. C'est ça l'intérêt, j'allais dire fondamental des pays, notamment du Maghreb. Donc il y a on attend de l'Europe justement un transfert en technologie et en savoir-faire. On ne veut pas être uniquement un bazar pour les produits européens. Et malheureusement, c'était le cas avec le processus de Barcelone. On voit très bien ce qui intéresse le plus les Européens, c'est le libre-échange. Ans de libre-échange 2010, mais les engagements européens, notamment en matière d'accompagnement de la mise à niveau des PME du Maghreb. Sur ce plan-là, ce soir, comme a dit M. Alain Leroy, l'ambassadeur chargé de l'Union méditerranéenne, à 20h15, il devrait y avoir, il y aura la signature d'un accord. Eh bien, dans cet accord que M. Brice Hortefeux devra signer, il y a une part importante qui sera réservée à la formation professionnelle des Tunisiens. Donc les Français vont aider à la formation professionnelle des Tunisiens. Je voudrais revenir, Monsieur Attal, si vous le voulez bien, à l'immigration, parce que c'est le fond du problème. En résumé, parce qu'il reste une minute. Rapidement. L'idée est que les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, les Maghrébins en général, vont immigrer en France. On comprend le souci des Français et des Européens de vouloir un petit peu limiter cette immigration à cause de certains problèmes économiques. Ne nous faisons pas de faux espoirs, de fausses idées. L'Union méditerranéenne servira aussi aux entreprises européennes qui ont envie, il faut le dire, de s'octroyer un petit peu les richesses du sol algérien en tout cas, ou libyen. Bien. Alors, nous voudrions également nous-mêmes sauter dans le train et profiter de certaines occasions. La carte compétences et talents, qui est un projet du président Sarkozy, elle prévoit à ce que les populations candidates à l'immigration viennent en France pendant une durée de 6 ans, etc. et elles reviennent dans leur pays. Alors, moi, je suis quelqu'un qui me bat pour la création de la Banque méditerranéenne d'investissement, pour donner justement un sens à cette politique d'immigration. Il faudrait que cette banque vienne en appui tactique pour financer les projets de retour au pays. Absolument. Merci beaucoup, merci à vous tous pour ce débat sur l'Union de la Méditerranée, et je suis certain qu'on en aura quelques-uns avant le 13 juillet. Dans un instant, le journal, à demain.